Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Donc Claudine Houbard, je vous présente rapidement. Vous êtes professeure en histoire de l'architecture et en conservation du patrimoine ici dans la faculté d'architecture de l'Université de Liège. Et si on vient prendre un café avec vous aujourd'hui, c'est déjà parce que faire de la recherche en architecture, c'est surprenant en fait. Ça coule pas de source de faire de la recherche en architecture. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Et c'est un des enjeux importants dans la mise en place de notre faculté. Parce qu'il faut savoir que jusqu'il y a 5-6 ans, les instituts d'architecture ne faisaient pas partie de l'université, contrairement à ce qui se passait dans d'autres pays. Et donc la recherche ne faisait pas partie de leur mission. Alors, lorsqu'on a intégré l'université, la mise en place de la recherche en architecture s'est faite très progressivement, très doucement, à partir de recherches qui étaient menées plutôt individuellement par certains enseignants. C'est ça, c'est pas dans l'ADN de l'architecte nécessairement de faire de la recherche. Par contre, ça l'aide dans l'ADN de l'universitaire. Et du coup, cet impératif de recherche, est-ce qu'il est incohérent? Est-ce qu'il est inadapté à une faculté d'architecture? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que ça fait du sens pour l'architecte de mener de la recherche? Ah, mais ça fait vraiment du sens pour l'architecte de mener de la recherche. Ça fait du sens que l'architecte prenne lui-même en main cette recherche qui se fait sur sa propre pratique, mais ça demande vraiment une adaptation, ça demande tout un travail de sensibilisation, notamment au niveau des étudiants. Bon, la plupart des étudiants qui s'inscrivent en architecture, je pense, n'ont pas du tout à l'esprit la recherche. Un étudiant qui s'inscrit en romane, en germanique ou dans d'autres formations scientifiques, forcément, il pense, en tout cas il est susceptible de penser à la recherche. En architecture, c'est quelque chose qui est encore très éloigné, je pense, de l'idée que se font les futurs étudiants de la formation. À quoi ça ressemble alors la recherche en architecture? À quoi ça ressemble? Mais pour l'instant, on va dire qu'il y a deux principales sortes de recherches qui peuvent se faire en architecture. Une recherche qui se fait sur base des recherches entamées auparavant par des enseignants qui ont suivi d'autres formations que l'architecture et donc qui adossent à l'architecture les méthodologies empruntées à d'autres disciplines. Bon, dans mon cas, l'histoire, donc je fais de l'histoire de l'architecture, des collègues font de la sociologie de l'architecture, on peut faire des applications scientifiques, on peut faire de l'application des mathématiques à l'architecture ou de n'importe quelle science en fait. Et puis il y a une deuxième piste qui est pour le moment en train de se mettre en place, qui est déjà relativement bien implantée dans certaines universités ou certains autres pays, surtout anglo-saxons, qui est la recherche par le travail de conception. On emploie le mot anglais de research by design, qui pour l'instant n'est pas encore mise en place dans notre faculté, mais qui est une des pistes vraiment qui est envisagée pour le futur, parce que c'est une manière de faire de la recherche qui utilise vraiment les outils de l'architecte et pas les outils empruntés à d'autres disciplines, comme c'est le cas actuellement. Vous, de la recherche, vous en faites depuis longtemps. Donc maintenant, penchons-nous un petit peu sur votre travail, sur votre thèse, sur vos recherches. Sur quoi est-ce qu'elles portent? Alors moi, mes recherches portent sur l'histoire de l'architecture et la conservation du patrimoine, mais plutôt les aspects théoriques, philosophiques, historiques de la conservation du patrimoine, donc pas les aspects techniques, par exemple, ou les aspects législatifs. Alors, j'ai fait une thèse dans le domaine de l'histoire de la conservation du patrimoine. Je me suis intéressée à l'histoire de la rénovation urbaine, donc à l'histoire de l'attitude envers les quartiers anciens des villes au tournant des années 1960-1970, qui a connu vraiment une importante évolution à cette époque-là. Alors, cette recherche, bon, elle ne s'est évidemment pas terminée avec ma thèse. Je veux dire, une thèse, c'est toujours très frustrant parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter de chercher et puis il faut laisser de côté des éléments qu'on aurait aimé creuser. Et donc évidemment, je continue à creuser certains points qui sont restés dans l'ombre dans ma thèse. Et puis j'essaie aussi de susciter, notamment auprès des étudiants ou auprès des chercheurs, l'envie de prolonger ce travail-là, l'envie de continuer certaines parties de cette recherche. Mais maintenant, malheureusement, je pense un peu que comme tout professeur à l'université, la recherche, c'est plutôt encadrer la recherche de chercheurs plutôt que d'en mener soi-même. Donc ça a un côté un peu frustrant, bien sûr. Mais cela dit, spécifiquement, là, vous allez par exemple partir à Paris pour aller approfondir
une partie de votre recherche. Voilà, tout à fait. J'ai réussi à aménager ce petit séjour de recherche de 2 mois, très court, mais où pendant 2 mois, je vais pouvoir me replonger dans les archives et dans des recherches personnelles qui vont m'amener à éclairer des points laissés en suspens dans ma thèse. Mais pour être un peu plus concret, vous pourriez nous dire sur quoi vous allez travailler, là, par exemple? Alors, je vais aller au Centre de documentation du patrimoine à Paris, où sont conservées des archives des architectes en chef parisiens. Et en l'occurrence, il s'agit de mieux comprendre la contribution des architectes en chef français à la rédaction et à la mise en pratique des principes de la Charte de Venise. Donc, je peux peut-être vous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit, la Charte de Venise. Donc, la Charte de Venise, c'est un document qui a été rédigé en 1964 et qui est un document très très important dans le domaine de la conservation du patrimoine, puisqu'il s'agit d'essayer de trouver des principes qui pourraient être mis en pratique sur le plan international. Donc, c'est-à-dire on va chercher à trouver des principes qui mettent tout le monde d'accord sur la manière dont on doit restaurer, conserver le patrimoine. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne devrait pas faire. Voilà, exactement. Donc cette charte dit de quoi parle-t-on, qu'est-ce qu'un monument, est-ce que c'est un monument isolé? Non, c'est aussi des ensembles bâtis, ça peut être aussi des sites naturels, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, quand faut-il restaurer, jusqu'à quel point peut-on restaurer? Une charte qui a quelle valeur C'est une valeur morale. En fait, la Charte de Venise est aujourd'hui vraiment mondialement connue. Elle a été en fait mondialement diffusée à travers l'ICOMOS. L'ICOMOS, c'est le Conseil international des monuments et des sites, qui a été fondé en 1965, donc l'année qui suit la rédaction de la charte, et qui aujourd'hui a des comités nationaux dans des centaines de pays. Et à travers l'ICOMOS, la Charte de Venise a été traduite dans une multitude de langues, elle a été diffusée dans tous les pays. Et même si elle n'a qu'une valeur morale, malgré tout, elle est connue partout. Je veux dire, vous pouvez parler à un conservateur du patrimoine africain, asiatique, australien, il connaîtra la Charte de Venise, il connaîtra ses principes. Et donc ça a l'air d'être quelque chose de très spécifique et c'est pas tellement ancien, mais d'enfoui quand même dans des archives. Mais c'est pas juste ça, j'ai l'impression, derrière ce travail, derrière votre travail sur les origines de cette charte de Venise, il y a quelque chose de très contemporain aussi. Tout à fait, puisque cette charte, elle a 50 ans. En 50 ans, le monde du patrimoine a évolué d'une façon incroyable. Donc, tant au niveau de son objet, puisque l'objet du patrimoine est vraiment passé des grands bâtiments importants, et aujourd'hui, pratiquement tout est patrimoine, ça veut dire tout est patrimoine, mais enfin, beaucoup de choses ont été patrimonialisées, pour utiliser un néologisme. Donc ça, au niveau de l'objet de la conservation-restauration, il y a eu un très grand agrandissement, mais aussi au niveau des enjeux du patrimoine, tout est très différent. Il y a la question du tourisme mondialisé, il y a la question des enjeux du développement durable, enfin donc tout a changé au niveau du monde du patrimoine. Or, cette charte de Venise, et même s'il y a eu depuis lors d'autres chartes qui ont été adoptées, reste vraiment la référence incontournable, sans doute parce qu'elle est très percutante, elle est très... Les chartes qui ont été rédigées par la suite sont plus longues, elles sont plus fastidieuses à lire. La charte de Venise, vous pouvez très facilement connaître ces articles par cœur. Donc c'est quelque chose qui reste aujourd'hui très actuel, très utilisé et qui pourtant est à certains égards dépassé et qui surtout, par son caractère très concis et très percutant, prête à interprétation et permet des interprétations très très diverses qui s'éloignent, j'ai pu le remarquer par les études que j'ai faites, de l'esprit du document original. C'est ça, ce que vous montrez en fait, c'est qu'elle est aujourd'hui utilisée un peu à contresens pour pouvoir justifier des actes qui n'étaient pas les intentions des auteurs. Voilà, donc étudier en fait aujourd'hui la genèse de ce document écrit il y a 50 ans, ça peut sembler peut-être un peu superflu, mais en fait on se rend compte, quand on comprend vraiment le mécanisme de rédaction du document, d'où viennent les idées qui s'y trouvent, qui les a formulées, on se rend compte, on peut en fait comprendre ce qu'avaient en tête les rédacteurs du document et se retrouver beaucoup plus près de l'esprit du document que les interprétations qui en sont faites aujourd'hui. Vous nous avez dit donc qu'au cœur de vos recherches, c'est la théorie et plutôt la philosophie de la conservation. On parle de quoi exactement là? C'est pas très clair, ça a l'air d'être des mots un peu abstraits comme ça. Concrètement, vous faites référence à quoi quand vous parlez de philosophie de la conservation? En fait, la philosophie, la théorie de la conservation permettent de discerner quels sont les
les concepts qui sont à l'origine des actions que l'on mène sur le patrimoine. Donc, quand on restaure un monument, quand on le conserve, il y a toujours une idée en arrière-fond. Donc, ça peut être une idée simplement politique dans certains cas, ça peut être une idée économique, ça peut être une idée, on peut avoir des raisons purement touristiques de le restaurer, etc. Et suivant ce qu'on poursuit comme but en restaurant ou en conservant un monument ou un ensemble, eh bien, la restauration qui va être mise en place peut être très différente. Comme en Donc, philosophie, il y a des grands courants, des grandes idées. Il se passe la même chose par rapport à la relation au patrimoine, c'est ça? Oui, oui, exactement, exactement. On voit depuis le 19e siècle, c'est surtout à partir du 19e siècle que la conservation-restauration s'est théorisé. On a commencé à voir des auteurs qui ont essayé de mettre sur papier les raisons pour lesquelles ils pensaient qu'il fallait restaurer un bâtiment d'une manière telle ou telle. Bon, au XIXe siècle, on avait des attitudes très différentes d'un théoricien à l'autre. À partir du XXe siècle, on essaie de mettre tout le monde d'accord, justement, notamment à travers la Charte de Venise. Et puis, on se rend compte qu'avec l'évolution de la société, l'évolution des enjeux, mais les attitudes changent, se modifient. Et donc, c'est ça qu'on tente de comprendre à travers l'histoire, la théorie de la conservation-restauration. Et puis, ça permet aussi de réfléchir au futur du patrimoine, bien sûr. Donc, si on essaie de comprendre le passé, c'est pour pouvoir agir sur le futur aussi. Mais aujourd'hui, par exemple, quels sont les grands courants qui pèsent sur notre relation au patrimoine? Mais aujourd'hui, on voit que le capitalisme tardif et l'importance donnée au tourisme, l'importance donnée à l'image a un impact direct très fort sur le patrimoine. Le patrimoine, lorsqu'il est restauré, l'est souvent de manière à participer à améliorer l'image d'une ville, l'image d'une région, l'image d'un village. Et on va peut-être choisir de ne restaurer que des bâtiments qui sont susceptibles de contribuer à telle ou telle image d'une ville et peut-être pas d'autres bâtiments qui pourtant sont tout aussi intéressants mais ne vont pas dans le sens de ce qu'on veut mettre en valeur. C'est ça. Un exemple frappant, c'est ce label patrimoine inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. On a l'impression que ça sert plus à commercialiser un site touristique, une ville, qu'à vraiment, ce qui j'imagine était l'objectif initial, protéger le patrimoine. Mais effectivement, donc ça c'est quelque chose qui part d'une très bonne intention en 1972 de donner une visibilité et une protection accrue à une série de sites ou de monuments qui sont considérés comme d'un intérêt dépassant le cadre national et des communautés qui les ont créés. Donc ça part d'une très très bonne intention, mais bon, malheureusement, ce label a très rapidement fait ses preuves en matière de tourisme et on se rend compte que réellement l'inscription d'un site sur la liste du patrimoine mondial va booster le tourisme et le nombre de visiteurs sur ces sites. Donc c'est quelque chose qui peut paraître positif, effectivement, tourisme égale moyens, économie, etc. Mais égale aussi nouveaux problèmes de fréquentation trop importante et aussi mise en valeur parfois à mauvais escient, restauration trop importante. Donc ça pose des problèmes aussi en même temps que ça apporte des solutions. Je sais aussi que vous apportez une attention toute particulière à la question de l'authenticité du patrimoine et que dans la question de la restauration, évidemment, c'est une notion clé. Oui, l'authenticité, on n'en a jamais autant parlé qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous faites vos courses au supermarché, oui, les saucissons, les plats chinois, tout est authentique, les circuits des agences de voyage, ils sont authentiques, tout est authentique et pourtant plus rien ne l'est. Enfin, il y a de moins en moins de choses qui le sont véritablement, puisque justement à cause de ce que je vous ai expliqué précédemment, donc à cause de ce tourisme et de ces opérations marketing qui se basent sur le patrimoine, il y a une tendance à surintervenir au niveau patrimonial, ce qui nuit à l'authenticité. Alors maintenant, qu'est-ce que l'authenticité? Ça, c'est évidemment la question qu'il ne faut pas poser. C'est une question très complexe. L'authenticité, c'est une forme de vérité, donc c'est quelque chose qu'on a tendance à rechercher, quoi. Effectivement, si on achète un saucisson, on a envie qu'il soit vraiment un vrai saucisson fabriqué par un artisan saucissonnier. Quand on va visiter un monument, c'est la même chose. On voudrait qu'il soit authentique, que ce soit vraiment ce monument-là qui ait traversé les siècles, que les personnages historiques éventuellement qui y sont associés y aient vraiment
marcher, les vraiment toucher. Et ça, c'est notre définition de l'authenticité. Elle n'est pas Exactement. Mondialement partagée. Mais non, pas du tout, puisque ça, c'est une authenticité qui est basée sur la matière, sur la matérialité. Donc, c'est une forme de l'authenticité qui va de soi, ou en tout cas qui allait de soi, parce qu'aujourd'hui, on voit que les choses changent petit à petit, mais c'est une définition qui allait de soi pour les Européens. Dans la Charte de Venise, l'authenticité est mentionnée sans être définie, parce qu'à l'époque de la Charte de Venise, les rédacteurs de la Charte de Venise sont, pour la plupart d'entre eux, européens. Donc, finalement, l'authenticité, pas besoin de la définir, ça va de soi. Tout le monde voit bien ce qu'on veut dire par là. Sauf qu'avec la mondialisation du débat patrimonial, et notamment la Convention du patrimoine mondial, les choses sont devenues beaucoup moins évidentes, puisque dans certaines régions du monde, l'authenticité ne réside pas dans la matière, mais dans la tradition des gestes, dans les gestes, la continuité des techniques, par exemple. Ce qui fait que, c'est l'exemple que tout le monde connaît, ce qui fait qu'au Japon, on peut très bien rebâtir des temples tous les 20 ans, puisqu'ils sont bâtis en bois et donc ne sont pas destinés à traverser les siècles comme nos cathédrales. On peut très bien les rebâtir tous les 20 ans et qu'ils restent authentiques pour autant que les artisans qui aient participé à leur réédification aient été formés dans la continuité de la tradition et que la réédification se fasse selon certains rites définis, ancestraux, qui se perpétuent. Et là, même si le temple nous semble à nous flambant neuf, tout juste construit, eh bien ce temple est authentique par rapport aux critères qui sont ceux des Japonais. Et cette mondialisation, elle a un effet chez nous, du coup, vous disiez, parce qu'on redéfinit l'authenticité. Alors évidemment, certains porteurs de projets s'engouffrent là-dedans, bien sûr. Donc vous avez des projets aujourd'hui de reconstruction de monuments disparus en Europe, qui sont des projets qui sont forcément, enfin selon les critères européens, totalement inauthentiques, puisque si on va reconstruire aujourd'hui, prenons le château de Saint-Cloud, voilà, en France, le château de Saint-Cloud totalement disparu, on veut le reconstruire à neuf. Eh bien, selon les normes européennes, on va obtenir un monument qui n'est pas du tout authentique, sauf qu'on peut très bien dire « Ah mais non, mais aujourd'hui, effectivement, on a découvert que l'authenticité, ça n'était pas que la matière, et donc dans ce cas-ci, on va prendre comme argument, tirer argument du fait que les Japonais reconstruisent leur temple à neuf pour faire de ce projet de reconstruction de Saint-Cloud un projet tout à fait acceptable. Maintenant, faut-il l'accepter ou pas? Enfin, faut-il accepter de remettre ainsi nos valeurs en question voilà. Pour conclure, Claudine Houbard, je voudrais vous demander, est-ce que Liège, notre environnement, c'est un bon terrain de jeu pour faire de la recherche en architecture? Alors pour ce qui est en tout cas de la recherche en histoire de l'architecture et dans le domaine du patrimoine, très certainement, parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a très peu de choses qui ont été faites jusqu'à présent sur l'étude du développement de la ville de Liège, qui est une ville très ancienne, qui a traversé des périodes historiques très intéressantes. Donc en histoire de l'architecture, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Dans le domaine de la conservation du patrimoine, Liège est la ville wallonne où il y a le plus de monuments classés, donc autant dire qu'il y a du travail. Et puis ce qui est aussi une richesse pour notre université et pour notre faculté, c'est son positionnement géographique, bien sûr, parce qu'on est juste à quelques dizaines de kilomètres de l'Allemagne, on est à côté de Maastricht, on est à côté d'Asselt, donc il y a des choses à faire. Ce sont des villes qui ont un patrimoine et une architecture en fait très similaires, très semblables, forcément, puisqu'on était très proches au niveau géographique, mais qui ont connu des destins très différents. Donc, si vous allez à Aix-la-Chapelle, à Maastricht ou à Liège, vous avez des villes qui aujourd'hui sont radicalement différentes, mais pas parce qu'elles l'étaient au départ, parce qu'elles ont eu une histoire très différente l'une de l'autre, et donc ça peut vraiment nous apprendre beaucoup, je pense, sur l'évolution de l'architecture, l'évolution de l'urbanisme, et donc ce positionnement particulier de Liège, je pense, est vraiment quelque chose dont il faudrait vraiment tirer parti pour la mise en place de la recherche. Oui. Claudine Houbard, merci. Merci à vous. Et merci pour le café.